Merci beaucoup pour ton invitation, Clément. C'est un plaisir d'être là ce matin et de vous parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, le diabète et l'œdème maculaire diabétique. Donc, je vais vous parler un petit peu algorithme de traitement. Alors, la physiopathologie de l'œdème maculaire diabétique est extrêmement complexe. Bien évidemment, elle passe par un déséquilibre glycémique qu'il faudra traiter. J'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais me cantonner à parler des traitements ophtalmologiques. Et vous voyez que la physiopathologie est assez complexe avec une production de cytokines inflammatoires, dont le VEGF, bien entendu, qui a un rôle central, mais d'autres cytokines également dont on va parler. Alors, chez les patients atteints d'œdème maculaire diabétique, une étude s'était intéressée aux productions dans l'humeur aqueuse de VEGF et d'interleukine 6, qui est une cytokine pro-inflammatoire. Et on voit que chez les patients, il y a une grande variabilité d'expression de ces deux facteurs, ce qui explique pourquoi certains patients vont mieux répondre aux anti-VEGF et d'autres moins bien, et répondront peut-être à des traitements anti-inflammatoires. Alors, il est important de parler de l'algorithme de traitement puisque récemment, notre arsenal thérapeutique s'est élargi. Jusque-là, nous avions des anti-VEGF dits de première génération, donc le Lucentis, la Eylea. Et depuis peu, nous avons des anti-VEGF de deuxième génération qui viennent s'ajouter à notre arsenal. Donc, nous avons le brolucizumab, qui est un fragment d'anticorps qui passe par une dose de charge de 5 injections toutes les 6 semaines et qui s'injecte ensuite tous les 2 mois en cas d'activité de la maladie. La particularité de ce traitement, c'est que malheureusement, nous avons eu des cas de vascularite occlusive qui sont relativement rares, mais qui malheureusement limitent un petit peu l'utilisation de cette molécule. Le faricimab, qui est un anticorps bispécifique, qui lui va s'injecter avec une dose de charge de 3 injections mensuelles. Et ensuite, on pourra retraiter les patients. Un peu, l'AMM est assez souple. On pourra les injecter toutes les 4 semaines si besoin et faire un treat, un externe, bien évidemment, si besoin. Donc les inflammations intraoculaires sont relativement faibles pour ce traitement et c'est un traitement donc qu'on utilise de façon fréquente. L'aflibercept à haute dose, de la même façon, 3 injections mensuelles pour la phase d'initiation et là des réinjections toutes les 8 semaines en cas d'activité. Et là encore, quelques petites inflammations, on n'a pas encore les taux publiés, mais voilà, de rares inflammations intraoculaires comparables au faricimab. Alors, est-ce qu'il existe des marqueurs en imagerie qui peuvent nous orienter sur le traitement de ces œdèmes maculaires diabétiques? Donc, deux types de traitements, des traitements pharmacologiques dont on parlera juste après et un traitement mécanique, le laser. Et donc, on va avoir des marqueurs en imagerie qui vont nous orienter vers la possibilité de faire du laser chez nos patients. Lorsqu'on va voir des télangiectasies capillaires, donc ce sont ces lésions qui sont pointées par des flèches, qui sont des lésions blanchâtres centrées par un point rouge que l'on voit donc parfois au fond d'œil, que l'on voit en OCT très bien, vous voyez cette lésion ronde à parois hyperréflectives et à centre hyporéflectif. Souvent, on les voit, elles entretiennent donc une zone sur le mapping OCT d'épaississement maculaire et on les voit très bien également en ICG puisque ce sont des lésions qui sont hyperfluorescentes au temps intermédiaire et tardif de la séquence. Lorsqu'on a ce type de lésion, eh bien, on peut faire du laser directement sur les télangiectasies capillaires et ça va limiter le nombre d'injections intravitréennes que l'on va proposer aux patients. Le deuxième type de traitement, donc, ce sont les IVT. Et donc là, il faudra choisir entre corticostéroïdes et anti-VEGF. Alors, est-ce qu'on a des marqueurs à l'OCT qui peuvent nous orienter vers l'un ou l'autre des traitements, sachant que le choix initial, j'en parlerai à la fin dans l'algorithme décisionnel, se fait sur le terrain du patient et on verra qu'il faudra respecter certaines contre-indications. Mais à terrain égal, on va pouvoir regarder l'OCT et se dire est-ce que cet OCT nous inspire un œdème plutôt inflammatoire que VEGF dépendant. Donc on a le décollement séreux-rétinien que vous voyez, donc ce petit soulèvement central de la fovea, qui a été montré comme associé à des taux d'interleukine 6 plus élevés. Et dans la littérature, lorsque sont comparés les traitements corticostéroïdes aux traitements anti-VEGF, eh bien, il y a une meilleure amélioration anatomique sous corticostéroïdes que sous anti-VEGF. Donc peut-être un marqueur inflammatoire pour les œdèmes maculaires diabétiques. Ensuite, on a les points hyperréflectifs. Donc les points hyperréflectifs, ce sont ces petits points blancs que l'on voit sur l'OCT qui sont pointés par les flèches bleues, à distinguer des exsudats qui sont pointés ici par les flèches jaunes. Et on les distingue parce que ces petits points de hyperréflectifs sont de toute petite taille, 30 microns environ, et n'ont pas de cône d'ombre postérieure. Donc lorsqu'on voit ces petits points, eh bien, cela correspond à des cellules microgliales activées, et là encore un œdème probablement inflammatoire. Et donc, on aurait tendance plutôt à proposer donc des traitements anti-inflammatoires sur ces patients, sachant que dans la littérature, il n'y a pas d'effet supérieur des corticoïdes sur ces œdèmes avec cellules microgliales par rapport aux anti-VEGF, donc pas d'effet supérieur fonctionnel. Mais on sait que ce sont des œdèmes qui sont à plus haut risque de récidive et que le pronostic fonctionnel à long terme, lorsqu'on a beaucoup de points hyperréflexifs, est moins bon.
Enfin, le dernier biomarqueur, ce sont les drills. Les drills, ça veut dire désorganisation des couches internes de la rétine. C'est l'absence de possibilité de suivre les couches internes de la rétine, donc la nucléaire interne, la plexiforme interne, de façon continue au niveau de la fovea. Et donc, lorsqu'on a ce signe, on pense que ça pourrait être une activation des cellules gliales de Muller. Donc, je vous rappelle, la cellule gliale de Muller, c'est la cellule qui est en haut à gauche, qui est une cellule qui est responsable de l'homéostasie rétinienne. Elle élimine le fluide de la rétine vers les vaisseaux rétiniens. Et en conditions pathologiques, d'œdème, elle va gonfler parce que ces petits canaux qui éliminent le fluide, donc AQP4 et KIR4, vont être délocalisés et ne seront plus efficaces. Donc elle va gonfler, se remplir d'eau et ça va participer à l'œdème maculaire. Donc l'équipe du professeur Midena à Venise a récemment publié cette étude où il a montré que lorsqu'on avait des drills en OCT, on avait également une élévation de la protéine acide fibrillaire gliale, donc la GFAP, qui est un marqueur d'activation des cellules gliales de Muller. Or, on sait que les anti-VEGF n'agissent pas sur la cellule gliale de Muller, alors que les corticostéroïdes vont rétablir la position des canaux AQP4 et KIR4 qui étaient donc abîmés en conditions pathologiques d'œdème maculaire. Donc peut-être encore une piste pour l'utilisation favorable des corticostéroïdes. Alors comment on va choisir entre les deux? Eh bien c'est vraiment le terrain du patient qui va nous faire décider, puisqu'il existe des contre-indications absolues ou relatives aux corticostéroïdes. Par exemple, un glaucome avancé ou évolutif sous traitement, bien sûr, on ne va pas proposer les corticostéroïdes en première intention. Un patient jeune, cristallin clair, là encore, on n'a pas envie de développer une cataracte, donc on va plutôt privilégier les anti-VEGF. En cas d'aphakie, d'implant artisan, de large IP, d'antécédents d'infection oculaire, là encore, ce sont des contre-indications aux corticostéroïdes. Et dans les cas, par exemple, de rétinopathie floride, où on va pouvoir céder des anti-VEGF pour pouvoir temporiser la panphotocoagulation rétinienne, là encore, on favorisera les anti-VEGF. Donc c'est vraiment le terrain du patient diabétique qui va nous faire choisir entre les deux molécules. Alors quand est-ce qu'on traite? Eh bien on traite lorsqu'on a des œdèmes maculaires diabétiques sévères. Et sévère, c'est pas l'importance de l'épaisseur, mais c'est la localisation de l'œdème. C'est lorsqu'on va avoir des exsudats ou un épaississement rétinien central, c'est-à-dire dans les 1000 microns centraux, qui vont venir donc perturber la fovea. Ensuite, une fois qu'on a dit que cet œdème il était sévère, donc il est central, on va regarder quel est l'impact visuel chez les patients. Donc l'impact visuel peut être absent ou minime, c'est-à-dire on a une acuité visuelle autour de 8, 9, 10 dixièmes. Et donc là, le protocole T nous dit pas de traitement. Alors le protocole V, nous dit pas de traitement. Alors le protocole V, c'est quoi? C'est des patients qui ont des œdèmes maculaires diabétiques sans baisse de vision et qui sont répartis en 3 bras, un bras traité par IVT d'aflibercept, un bras traité par laser et un bras non traité, juste surveillé. Et à 2 ans, on se rend compte que le critère principal d'évaluation, qui était le nombre de patients qui perdaient plus de 5 lettres, vous l'avez à droite, est similaire dans les 3 bras. Donc finalement, des œdèmes maculaires diabétiques sans baisse de vision, qu'on les traite ou qu'on ne les traite pas, le pronostic est le même à 2 ans, l'acuité visuelle est la même à 2 ans, donc on ne les traite pas. Dans cette étude, quand même, 3 facteurs de risque d'évoluer vers une baisse de vision ont été mis en évidence. C'est d'avoir une épaisseur rétinienne centrale supérieure à 300 microns, d'avoir une rétinopathie diabétique sévère, ou bien d'avoir l'autre œil qui est traité. Et donc, dans ces cas-là, on va surveiller de façon rapprochée les patients. Donc, pour ma part, je surveille environ tous les 2 mois les patients qui ont ces facteurs de risque. Et si ces facteurs de risque sont absents, j'espace la surveillance. On peut surveiller, par exemple, tous les 4 mois. Ensuite, si la baisse d'acuité visuelle est modeste, donc entre 5 et 7 dixièmes, là, moi, je me base sur les résultats du protocole T. Bon, le protocole T, c'est assez ancien, c'est la comparaison dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique du Lucentis, de l'aflibercept et de l'Avastin, et qui montrait ces résultats assez intéressants. Donc, sur la gauche, ils ont séparé donc les patients qui avaient 5 dixièmes ou plus au démarrage du traitement. Et vous voyez que finalement, même si en bas, l'effet anatomique est différentiel, vous voyez que la courbe rouge est bien plus haute que les 2 autres courbes. Donc l'Avastin faisait beaucoup moins bien que les 2 autres molécules. Et pour autant, l'acuité visuelle en haut est similaire dans les 3 groupes. Donc finalement, chez les patients qui ont 5 dixièmes au plus, assécher la rétine n'est pas forcément indispensable, si je peux dire, pour gagner en vision. Alors que lorsque les patients ont 4 dixièmes ou moins, et c'est à droite, vous voyez qu'en bas, l'effet anatomique est différentiel, mais en haut, l'effet visuel est différentiel aussi et dépend de la réponse anatomique. Donc finalement, plus l'acuité visuelle initiale va être basse, plus l'assèchement du patient sera important. Et finalement, avec nos molécules de deuxième génération, que ce soit le faricimab, le brolucizumab ou l'aflibercept, je ne vous détaille pas les résultats, mais en tout cas, on assèche plus et plus rapidement. Donc, c'est bénéfique pour ces patients-là qui ont des acuités visuelles plus basses initialement. Alors, je vous montre cette sous-analyse, cette analyse post-hoc du faricimab qui montre quand même que particulièrement pour ces patients qui ont des acuités visuelles initiales très basses, on assèche plus rapidement et plus efficacement les patients qui sont atteints d'OMD.
On en reparlera peut-être tout à l'heure à l'occasion du Simpo Roche. Les fluctuations également, donc ces modifications de l'épaisseur rétinienne centrale, eh bien, elles sont délétères pour l'acuité visuelle finale du patient. Donc, c'est important d'assécher les patients qui ont une acuité visuelle initiale basse. Donc, au final, lorsque la baisse d'acuité visuelle est modeste, eh bien, finalement, on peut proposer un peu n'importe quel traitement parce que l'assèchement n'est pas fondamental. Mais lorsque l'acuité visuelle initiale est basse, moins de 4 dixièmes ou 4 dixièmes, là, il faut agir vite, utiliser soit de la dexaméthasone, soit un anti-VEGF de deuxième génération et switcher rapidement en cas d'efficacité insuffisante. Donc pour résumer un petit peu tout ça, je me base initialement sur les données ophtalmologiques du patient. En cas de glaucome avancé, de cristallin clair ou de rétinopathie diabétique sévère, je proposerai plutôt des anti-VEGF en première intention. Lorsqu'on va avoir une contre-indication, bien sûr, aux corticostéroïdes tels qu'une Afaki, un Artisan, là encore anti-VEGF. Lorsqu'il y a un événement cardiovasculaire récent, dexaméthasone. Lorsqu'il y a des exsudats qui orientent vers la télangiectasie capillaire, je ferai du laser. Et éventuellement, si tout ça ne marche pas, je switcherai et j'ai plutôt tendance à changer de classe pharmacologique. Voilà, donc le traitement doit être d'autant plus agressif que l'acuité visuelle initiale est basse et le choix de la molécule dépend du terrain, de la sévérité de la baisse d'acuité visuelle, de l'éloignement géographique du patient et de la tolérance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Audrey, bravo pour cette très belle conférence très complète. Je vois que c'est un peu comme dans la DMLA, c'est pas l'assèchement à tout prix, parce qu'il y a aussi, comme en DMLA, une tolérance de fluide, tolérance de logette. Et j'ai vu cette dichotomie entre le protocole V et T pour les acuités visuelles hautes, où finalement on accepte de tolérer des logettes cystoïdes dans le diabétique qu'on ne traite pas. Alors, on accepte à contre-cœur, c'est-à-dire qu'on essaye d'assécher et que malheureusement, parfois, on n'y arrive pas, mais on se rend compte que finalement, c'est moins grave lorsque l'acuité visuelle initiale est bonne, ce qui paraît assez logique. En fait. Oui. J'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, lorsque l'acuité visuelle est satisfaisante, que le patient gagne en vision, même si la rétine n'est pas parfaitement asséchée, bien sûr, on va pouvoir le tolérer. Est-ce qu'on a une session rétine qui est un peu longue, on va faire peut-être les questions juste après. Est-ce que pour Audrey, vous avez des questions sur la gestion des maculaires diabétiques ? À quel moment vers une bithérapie? Je répète la question. Tu vas te dire, là, je m'en sors plus. Et j'ajoute de la DEXA, il n'a pas de contre-indication à la DEXA, c'est pas parfait. En fait, t'as tes drills, t'as tes tout ça. Il a de la rétinopathie diabétique, bref, il va pas bien. T'es sur ton anti-VEGF de base, soit tu switches effectivement, comme tu dis, vers une deuxième génération, soit tu vas aller sur de la DEXA. Mais à quel moment tu vas finir par les additionner parce que tu dis c'est vraiment je m'en sors pas. Vraiment au moment où j'arrive pas à sécher malgré l'un ou l'autre des traitements. À ce moment-là, on tente tout ce qu'on peut pour essayer d'assécher les patients lorsque l'acuité visuelle est basse. Okay. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi. Audrey, est-ce que tu préconises une dose de charge de 4 IVT lorsque tu traites par anti-VEGF de deuxième génération, le faricimab? Non, maintenant plus. Voilà. Je le faisais au début parce que c'était recommandé par l'AMM, la première, mais maintenant c'est 3. D'accord. Je me cantonne à ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci Audrey.